Je vais donc vous présenter une conférence donc, sur les insectes xylophages et saproxylophages, qu'on dénomme souvent aussi sous le nom de saproxyliques. Je vais expliquer ces termes. Et leur importance en fait dans le cycle du bois et de la forêt. Donc je travaille dans un laboratoire. Ça clignote comme ça, c'est un peu gênant. Donc, ça s'appelle l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, qui est basé en partie ici à Marseille et aussi à Aix et Avignon. Et mon organisme de recherche, c'est l'Institut de recherche pour le développement, dont le siège est à Marseille et qui travaille sur de la recherche en zone tropicale. Bon, je vous ai mis quelques photos de différents adultes donc, de ces insectes. On va les revoir plus tard. 3 paires de pattes. C'est la caractéristique des insectes. Si vous trouvez un arthropode qui n'a pas 3 paires de pattes, ce n'est pas un insecte. S'il en a plus, ben c'est autre chose. Donc ça peut être un arachnide après, ou ça peut être des crustacés, et après ça peut être des myriapodes, donc qui ont une multitude de pattes. Voilà. Donc les pattes, bien sûr, obéissent aussi à des adaptations. On voit par exemple l'insecte en haut à droite qui est un coléoptère aquatique, un ditycidé, je pense, donc qui a les pattes postérieures transformées en rames avec des poils qui lui servent à nager sous l'eau. Bien sûr, au milieu, un orthoptère, tout le monde sait que les sauterelles et les criquets sautent, donc ils ont des pattes postérieures adaptées au saut. En bas, à gauche, vous avez une menthe religieuse qui a des pattes antérieures ravisseuses, qui lui permet de capturer ses proies. On voit le bousier au milieu en bas, donc qui a des pattes un peu comme des râteaux pour faire sa boule de bouse, donc des pattes adaptées pour ça. En haut à gauche, c'est un autre coléoptère aquatique, un gyrin, et on voit en effet cette punaise qui marche sur l'eau. Les insectes ont cette capacité de profiter de la tension de surface. Alors, d'abord, il y a une tension de surface au niveau de l'eau et ils ont souvent des poils qui augmentent cette capacité. Pour marcher sur l'eau, il nous faudrait des pieds de 17 km. Donc, ça pourrait marcher, mais voilà, il faut chausser du 2347. Et donc, 2 paires d'ailes, mais c'est variable selon les adaptations. Donc, on revoit encore des schémas de coléoptères. La particularité donc, de ces coléoptères, d'ailleurs, c'est d'avoir les ailes antérieures dures, coriaces, donc qu'on appelle des élytres. Et les ailes postérieures, bien sûr, sont membraneuses, elles sont cachées sous les élytres, elles servent au vol, elles se déplient quand l'insecte a besoin de voler, et au repos, on ne les voit pas, puisqu'elles sont repliées sous les élytres. Les autres insectes, la plupart ont 4 ailes. On voit une libellule en bas à droite, un papillon en bas à gauche, et une sauterelle d'Amérique du Sud, donc au milieu en bas, avec ses belles ocelles pour effrayer les prédateurs et les ailes antérieures vertes pour se camoufler au repos. Alors 2 paires d'ailes, oui, mais il y a quand même des exceptions, notamment les mouches qu'on appelle des diptères. Diptère, ça veut dire 2 ailes, ptéron, c'est l'aile en grec. Vous avez vu coléoptère, lépidoptère, diptère, hyménoptère. Les classifications des ordres se font avec des critères qui sont basés sur les ailes, et donc diptère, donc 2 ailes, les mouches, les moustiques. Et évidemment, sans oublier les insectes aptères qui n'ont pas d'ailes, donc comme les poux et les puces qui n'ont jamais d'ailes en fait. À aucun stade, évidemment, les insectes n'ont pas d'ailes au stade larvaire, mais il y a des insectes qui n'ont pas d'ailes comme les fourmis en temps normal, et au moment de la reproduction, il y a des individus ailés. Bon, les poux et les puces n'ont jamais d'ailes. Alors l'importance des insectes, en fait, c'est 75% des espèces du règne animal. Donc c'est colossal, les 3/4 des espèces animales sont des insectes. Et sachant qu'on n'en connaît qu'on estime 20%. Donc en gros, si on connaissait tous les insectes, il est bien évident qu'il y a encore des oiseaux inconnus, voire des mammifères inconnus, mais beaucoup moins. Et en fait, ils représentent bien plus que ça, quoi. Dans la réalité, c'est peut-être plus de 95% des espèces animales qui sont des insectes. Donc c'est le groupe, et de loin, qui a le mieux réussi sur cette terre. Donc ils sont apparus voilà 400 millions d'années. Donc ce sont des organismes très anciens. Ils existaient du temps des dinosaures, bien sûr, en tout cas de certains dinosaures. Donc je l'ai dit, enfin je ne l'ai pas dit, mais 1 million d'espèces connues, mais potentiellement 5 ou 6, puisqu'on n'en connaîtrait que 20%. Et près de la moitié sont des coléoptères. Donc dans ce groupe des insectes, l'ordre des coléoptères est celui qui a le mieux réussi, sans doute grâce à ces élytres, à cette armure, cette protection supplémentaire que leur confère
ces élytres. Et donc peut-être 4 à 5 millions d'espèces sur Terre. Donc là, je vous ai mis un petit camembert parce que ça permet de voir un petit peu mieux l'importance réelle des insectes. Donc on voit les coléoptères qui représentent plus du tiers des insectes, les papillons, lépidoptères. Lépidose, ça veut dire les écailles, les ailes avec des écailles. Les hyménoptères, 9%. L'hymen, c'est la membrane, mais c'est surtout le mariage parce qu'ils ont des ailes qui s'accrochent, qui se couplent. Donc les diptères, les mouches, les moustiques, 8%, les punaises, 6%, et les autres insectes, 4%. Après, on a donc les arachnides qui ont 8 pattes, les crustacés qui ont 10 pattes ou plus, les myriapodes, les 1000 pattes, et puis les mollusques, les protozoaires, les vers. Et vous voyez que les vertébrés, en fait, représentent une petite partie de la faune animale. Et si on rajoute tous les êtres vivants, vous voyez que les insectes représentent encore la majorité. Alors, sachant qu'évidemment, chez les virus et les bactéries, il y a encore beaucoup d'inconnus, c'est bien évident. Autant des mammifères, on en décrit encore sans doute quelques-uns, surtout des micro-mammifères, donc des petits rongeurs, ça oui. Mais bon, voilà, des oiseaux, des animaux importants, on en découvre peu maintenant, même s'il en reste encore. C'est bien évident que dans les virus et les bactéries, il y a encore énormément à découvrir. Voilà, bon, on va attaquer donc maintenant directement le sujet. Je vous ai mis ce petit schéma donc, avec le cycle de la matière organique, puisque évidemment le bois est de la matière organique. Donc ce qui va se passer, c'est en fait il y a d'abord une fragmentation, particulièrement pour le bois qui est un matériau dur, une décomposition, une transformation en humus, donc une humification, une transformation en minéraux assimilables, donc une minéralisation, et en nutriments aussi, et donc une réassimilation par les plantes donc de ces minéraux et de ces nutriments qui vont faire tout ce cycle. Alors, en fait, évidemment, le bois mort, c'est de la matière organique, et donc qu'il soit mort ou mourant, il va obéir aux mêmes règles. Il faut savoir évidemment que naturellement, les arbres possèdent des défenses contre les prédateurs divers, contre les phytophages, ceux qui mangent leurs feuilles, qui mangent leur bois. Et donc, ils ont eux aussi développé depuis très longtemps donc des défenses, des mécanismes pour se protéger de ces attaques parasitaires. Bon, ces défenses, elles peuvent être soit physiques. On va avoir par exemple, et notamment dans les zones méditerranéennes, des feuilles avec des cuticules épaisses ou cireuses, donc difficiles à manger. Il faut quand même savoir en effet que 6% de la surface foliaire d'un arbre est consommée chaque année par les insectes phytophages. Donc chaque année, il y a au moins 6% de ces feuilles qui sont broutées, consommées donc, par ces insectes en moyenne. Donc il peut y avoir des protections plus fines, donc ces tout petits poils, des poils urticants, des trichomes ou des épines plus grandes pour les grands mammifères. Bon, il y en a qui arrivent à détourner ça. Il y a des animaux dans le désert qui arrivent à manger des plantes épineuses. C'est assez incroyable. Même le chameau est capable de manger des plantes vraiment que peu d'autres animaux pourraient faire. Donc ces défenses, elles sont aussi chimiques. Donc les plantes vont contenir ou en tout cas fabriquer des composés chimiques, des métabolites secondaires qui vont être présents soit dans les feuilles, soit dans le bois, avec des tanins. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est tout un monde. Et ces tanins, par exemple, vont engendrer une baisse d'activité des enzymes digestives des insectes. Donc, du coup, ça va les limiter. Ou alors, il y a des végétaux toxiques, en effet, qui vont induire une mortalité directe chez certains insectes, qui, chez certains autres, vont récupérer ces toxiques pour eux-mêmes devenir toxiques et ne pas se faire manger par des prédateurs. Bon, la nature est extraordinaire. Donc, évidemment, cette coévolution depuis des millions d'années fait que chacun affûte ses armes et en permanence, c'est dynamique. Et voilà. En tout cas, les plantes sont se protègent naturellement de ces attaques. Donc, ces organismes qui soient phytophages, qui mangent directement les feuilles, oui, je vais expliquer saproxylophages, exylophages. Donc, ils sont donc naturellement limités. Alors, soit par des parasites, vous voyez ces petites guêpes là qui pondent des œufs et qui vont tuer, par exemple, une chenille. Soit des mouches, par exemple des taquinaires, qui sont aussi des parasites.
ou soit une prédation directe par des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des batraciens. Donc évidemment, les insectes sont limités comme ça. Bon, je vais réexpliquer voilà, le xylophage. En fait, xylophage, phage, c'est je mange, anthropophage, et ainsi de suite. Et donc, xylo, c'est le bois. Donc, ça veut dire je mange le bois. Et ces insectes xylophages, en fait, vont manger soit le bois dépérissant en général, soit mort. Il y a quelques exemples d'arbres sains qui peuvent être attaqués. C'est plus rare, mais on va le voir après. Donc, en fait, ils vont surtout consommer... Tout dépend bien sûr des espèces, mais ils vont consommer la partie vivante. Vous savez qu'il y a l'écorce, donc il y a ce qu'on appelle l'aubier, qui est la partie où il y a les vaisseaux de sève, et puis l'intérieur du bois, le cœur, le bois de cœur, le duramen, c'est du bois mort en fait. Et donc, en général, si l'arbre n'est pas blessée et en bonne santé, il est normalement protégé de ces attaques, donc tout au moins dans sa partie vivante. Après, évidemment, des blessures, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce qu'une branche s'est cassée lors d'une tempête? Est-ce qu'un oiseau en a profité après pour faire son nid? Difficile à dire. Mais en fait, ces blessures vont mettre le bois mort à nu. Et ce bois mort, il est plus protégé, puisque, en effet, il n'est plus vivant, donc c'est pas très facile à digérer, mais les insectes qui sont adaptés savent très bien le faire. Et donc, il devient accessible à toute cette guilde d'insectes. Alors, ça peut être en effet une tempête qui va casser des branches, des chutes d'arbres, des oiseaux comme les pics qui vont creuser, qui sont capables de creuser dans des arbres vivants ou en tout cas des périssants pour faire leur nid. Et donc, qui vont permettre à ces insectes d'accéder au bois de cœur. Et puis, il y a plusieurs facteurs, surtout à l'heure actuelle, qui vont fragiliser les arbres. Alors, ça peut être une défoliation importante. Vous avez tous vu des chenilles processionnaires. Quand il y a un seul nid, ça va. Quand il y a des pullulations, évidemment, l'arbre, si la moitié de ses feuilles ou de ses aiguilles sont consommées, il va beaucoup souffrir. Donc, d'autres attaques peuvent succéder à ces attaques de chenilles. Les pluies acides, on voit un exemple à gauche. Le stress hydrique, vous avez remarqué sans doute maintenant, il y a des forêts ou des parties de forêt, si vous vous promenez, qui meurent comme ça, parce que les arbres souffrent. 1 an, 2 ans, 3 ans, on a des étés particulièrement dans le sud maintenant qui deviennent très durs. Et donc, les arbres résistent un peu, 1 an, 2 ans, et puis après, ce stress hydrique finit par... ou les tuer directement, ou en tout cas les mettre dans une condition de faiblesse qui va favoriser justement l'arrivée climatique. Donc plus globalement, bien sûr, les changements climatiques favorisent certaines attaques. Alors là, j'ai mis ces 2 photos parce qu'il y a dans le grand public justement souvent une méprise, et en tout cas elle est entretenue en tout cas par beaucoup dont c'est l'intérêt d'assimiler la sylviculture à des forêts. Ça, c'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres. C'est pas plus. Je veux dire, la vie dans une plantation de peupliers, à part les insectes qui attaquent le peuplier, elle est quasi nulle, mais très faible. Donc c'est de la monoculture, comme en champ de maïs. On nous dit, notre président nous a dit qu'on va planter je ne sais pas combien de millions d'arbres. En fait, on se rend compte que la forêt naturelle régresse et que en fait, c'est la sylviculture qui augmente. Et donc ça, c'est pas de la forêt, c'est des milieux très simples avec une seule espèce. Et donc voilà, je sais que Francis Allais va venir plus tard, et donc un de ses grands projets, c'est de recréer une forêt primaire en Europe, donc qui serait plutôt vers l'est de l'Europe. Et une forêt primaire, c'est un écosystème avec une multitude de plantes, une multitude d'insectes, une multitude d'oiseaux, et en aucun cas une plantation d'arbres. Voilà, donc la forêt, c'est un milieu particulier, et la sylviculture, c'est pas la même chose. Donc pour revenir à ces fragilités, eh bien, elles vont favoriser les xylophages, et je l'ai dit, notamment la sylviculture en monoculture va favoriser leur prolifération. Pourquoi? C'est comme dans un champ. Un insecte qui mange du maïs, si vous lui mettez des hectares de maïs à manger, il est très content. Le dorifort, quand il est arrivé, qu'il avait des hectares de pommes de terre, il s'est régalé. Bon, maintenant, on en voit beaucoup moins parce que la plupart des populations d'insectes dans nos pays ont baissé de 3/4 en 30 ans, donc c'est une catastrophe. On a perdu énormément, alors pas en espèces, mais en population.
énormément. Et donc même les ravageurs comme les doryphores qui étaient très communs avant, maintenant, bon, peut-être que dans les champs de pommes de terre il y en a beaucoup encore, je ne sais pas, mais on a tellement traité que beaucoup d'insectes ont disparu. Et donc forcément, dès que vous faites une monoculture, ça va favoriser les insectes qui mangent cette plante, parce qu'ils ont tout à portée de main. Dans une forêt, et particulièrement dans les forêts tropicales, des fois vous avez une espèce, il n'y a qu'un plant à l'hectare. Donc il y a une diversité qui fait que l'insecte qui mange cet arbre-là, il va falloir qu'il cherche l'autre arbre. Là, quand vous mettez tout ça les uns à 3 mètres, forcément que vous allez favoriser, on le voit avec les scolites notamment, je vais en parler juste après, vous allez favoriser tous ces insectes ou d'autres prédateurs quelconques. Voilà. Et donc, les premières attaques, ça va être donc les insectes sous-corticoles, donc qui vivent sous l'écorce. Et notamment les scolites typographes, donc Ips typographus. Donc eux, ils vont attaquer le cambium. Donc le cambium, c'est en fait la couche qui est sous l'écorce et au-dessus de l'aubier. Donc c'est une couche assez mince qui est juste sous l'écorce, et notamment des épicéas. On va voir quelques attaques. Et donc eux peuvent attaquer des arbres sains. Alors je veux juste faire un petit... avant de vous parler des scolites et des sous-corticoles, donc... l'importance dans cette guilde d'insectes de la rareté et des espèces patrimoniales. Donc en fait, on va donner des indices patrimoniaux en fonction de la rareté. Donc IP1, donc le premier, c'est les espèces communes et largement distribuées, bon, qu'on trouve très facilement un peu partout, disons en France ou sur un territoire, mettons en France. IP2, ça va être des espèces rencontrées toujours en faible densité, mais plus largement répandues. Il y en a un peu partout en France, mais on a du mal à les trouver, c'est quelques-uns de temps en temps. IP3, ça va être des espèces rares et sporadiques, localisées, jamais abondantes, donc beaucoup plus rares. Et IP4, c'est le niveau le plus élevé, donc des espèces très rares, connues de moins de 5 localités, ou contenues dans un seul département de France. Il faut savoir qu'il y a des fois certains insectes qu'on n'a pas vus depuis des décennies, voilà, qui ne vivent que dans certains endroits très particuliers, d'où l'importance de préserver ces milieux, puisqu'ils ne vivent que là, et si ces milieux sont dégradés pour X raisons, des constructions, et bien sûr, ils risquent de disparaître. Ils sont beaucoup plus facilement menacés que des insectes très, très répandus. Et puis aussi, ça c'est important, comme je vous l'ai dit, il va y avoir les sous-corticoles, les xylophages, les saproxylophages et d'autres. Donc en fait, il y a toute une guilde d'insectes, toute une cohorte qui vont se succéder, alors pas nécessairement les uns après les autres, tout ça, entre guillemets, s'interpénètre. Il y en a qui vont arriver quand les autres sont encore là, et ainsi de suite. Donc, au même titre, bon, j'ai pris cet exemple de l'entomologie légale, vous savez, de ces insectes qui servent à dater la mort de quelqu'un ou d'un cadavre en général. Donc, vous allez avoir toute une cohorte d'insectes nécrophages qui mangent les cadavres. Et donc, en fonction de ça, les spécialistes peuvent en effet dater la mort de quelqu'un, parce que ceux qui viennent, souvent, ce sont des mouches qui arrivent en premier, et ainsi de suite. Et donc, voilà. Et bien sur le bois mort, ce qui est une sorte de cadavre aussi, d'une certaine manière, eh bien, il va y avoir toute une succession d'insectes. Donc il va y avoir vraiment les xylophages, donc, qui mangent le bois. Sapro, c'est le bois en décomposition. Voilà, saproxylophage, et il mange le bois qui est déjà bien décomposé et déjà qui n'a plus sa texture. Voilà. Après, il va y avoir des mycétophages, donc eux, ils mangent les champignons, et particulièrement des xylomycétophages, c'est-à-dire eux, ils vont manger les filaments de champignons qui se développent dans les arbres, puisqu'un arbre qui pourrit, il va aussi être attaqué par des champignons. Et donc, il y a certains insectes qui vont manger ces champignons. Il va y avoir des détritivores. Ce sont des insectes qui vont manger des déchets, des cadavres, mais disons plus, ou des débris. Typiquement, la famille des Ténébrionidae sont détritivores. Et puis, associé à toute cette faune, va y avoir des prédateurs qui vont être dans le bois, mais qui ne mangent pas le bois, mais qui sont là pour manger soit les larves de mouches ou d'autres insectes, et des commensaux, c'est-à-dire d'autres insectes qui vont suivre, qui vont profiter de d'autres insectes pour vivre à leur crochet un petit peu. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une faune très importante. Et on va reparler aussi de la naturalité par rapport à la sylviculture, ça n'a rien à voir. Alors, les espaces parapluies, alors c'est un terme qu'on emploie, ou espèces paravents.
en fait, ce sont des espèces dont la niche écologique inclut de nombreuses autres espèces. C'est-à-dire que si on trouve cet insecte-là, ou bon, là je parle des insectes, mais ce n'est pas que pour les insectes, hein, bien sûr, on peut en déduire qu'il y a aussi tout un cortège qui vit avec lui, parce que pour qu'il lui soit présent là, il lui faut des conditions de naturalité strictes, et donc ça veut dire que si lui il est là, il y a beaucoup d'autres insectes et d'autres animaux qui vivent là. Donc si on protège cette espèce, on va protéger de nombreuses autres espèces donc, qui sont associées à cet habitat, à cet insecte, à cette espèce ou à cet habitat. Alors vous avez typiquement le pic prune que vous voyez là, Osmoderma eremita. Il a notamment fait dévier une autoroute dans la Sarthe, je suis de la Sarthe, et donc voilà, il est protégé. Et en fait, c'est un insecte qui vit, donc lui, plus dans, les larves vivent plus dans le terreau, dans les arbres creux. Il y a de moins en moins d'arbres creux, puisqu'avant, on taillait les haies, notamment. Vous savez que, en tout cas dans l'ancien régime, le paysan avait le droit de prendre le fourrage, c'est-à-dire les branches. C'est pour ça qu'il y avait des haies avec des têtards, c'est-à-dire il y avait le tronc et la boule. L'arbre appartenait au propriétaire, mais le fourrage qui poussait chaque année, les branches pouvaient être utilisées par le fermier. Et donc, il coupait les branches, et donc ça repoussait, donc ça faisait des grosses boules qui avaient souvent des cavités et qui abritaient cette faune. Bon, maintenant, vous savez qu'on a coupé énormément de haies aussi avec le remembrement, ce qui est une catastrophe. On est en train de se rendre compte que bon, maintenant, on replante des haies, on refait tout à l'envers en se disant, bah, tiens, bon, enfin bref. Et donc, Eremita, donc ermite, c'est un insecte en fait qui est difficilement visible parce qu'il vit un petit peu dans son petit écosystème. Et donc, il est protégé, alors qu'il n'est pas nécessairement spécialement très rare, même s'il n'est pas très courant, mais il faut le trouver. Ce n'est pas un insecte qui bouge beaucoup, il reste dans son milieu. Et donc, sur le tracé de cette autoroute, il y avait des arbres contenant des pics prunes, donc on a dévié l'autoroute à cause d'un petit insecte, c'est quand même pas très courant, mais voilà. Et donc, ces espèces sont des marqueurs en fait, de l'indice de naturalité d'un milieu. Ce sont des espèces patrimoniales indicatrices parce que voilà, elles ont besoin d'un milieu particulier. Donc si elles sont présentes, c'est que l'écosystème fonctionne bien, il est riche en espèces. Et voilà. Alors, on revient aux sous-corticoles. Donc vous avez notamment les scolites, qui est en fait une sous-famille des charançons. Les curculionidae, ce sont les charançons. Alors, si vous connaissez les charançons, hein, ils ont un rostre, on les reconnaît, ces coléoptères, ils ont un rostre donc, et les pièces buccales au bout de cette espèce de rostre. Et sous les écorces, vous avez peut-être déjà observé dans la nature ces espèces de jolis dessins. Et en fait, tout simplement, la femelle, elle va pondre tout au long de cette galerie. Et puis les œufs, quand ils vont se développer en larves, eh bien, chacun va partir sur les côtés. Et donc, ça va faire ces espèces de petits dessins. Calcographus, calco, c'est le bronze. Hein, ça veut dire écrit ou dans le bronze ou comme gravé dans le bronze. Et typographe, la typographie avec les lettres. Et donc là, on voit un genre, l'Ilesinus, qui est toujours un scolite. Et on voit toutes ces jeunes larves hein, qui sont en train de creuser sous l'écorce leur galerie. Et donc, une fois que l'écorce est tombée, ça c'est une photo que j'ai faite récemment, on voit tous ces petits dessins et donc, qui sont les résultats de toutes ces galeries faites par la femelle et toutes les larves donc, sous les écorces. Là, ça fait déjà un moment parce que l'écorce est tombée, mais bien sûr, la trace reste sur l'agrume abattu. Donc, encore des scolites. Donc là, vous avez les Dendroctonus. Hein. Dendro, c'est les branches, ou non, c'est les arbres. Voilà, alors lui, il vit sur le Pseudotsugae. Bon, Ligniperda qui perd le bois, hein, donc qui fait des déprédations sur le bois. Alors, ce sont des petits insectes, j'ai pas mis l'échelle, mais là, généralement, les scolites, c'est quelques millimètres. Hein. Bon, 3, 4, 5 éventuellement, mais ce sont vraiment des petits insectes. Encore un scolite, et vous voyez encore ces très belles photos qui sont obtenues en effet avec plusieurs clichés numériques. Et eux ont la particularité d'avoir l'arrière des élytres tronqués, comme ça, très curieux, et avec des dents. Alors, on pense que certains transportent des spores, puisqu'il y en a qui se nourrissent aussi des champignons, et que ça servirait donc aussi à répandre et à disséminer donc certains spores. Oh, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, voilà pour les sous-corticoles.
Donc les xylophages qui, eux, vont vraiment attaquer le bois. Oui. Alors, il y a beaucoup d'espèces en fait. C'est vrai que j'ai pas nécessairement pris des photos. Voilà. Et puis ils peuvent être aussi manger le bois et profiter à avoir un régime alimentaire un peu plus large. Et en effet, suivant les espèces, il y en a qui vont être mycétophages stricts et d'autres qui vont voilà, aussi profiter. Certaines fourmis font ça aussi, élèvent des champignons. Voilà. Donc après, au niveau des xylophages, ceux qui mangent vraiment le bois, donc il y a plusieurs familles, même d'assez nombreuses familles de coléoptères qui sont impliquées. Mais les deux principales, donc ça va être les longicornes ou capricornes. C'était la première photo. Donc en fait, longicornes, ce ne sont pas des cornes, ce sont des antennes, mais les anciens auteurs appelaient ça des cornes. Bon. En fait, longicorne, ça veut dire des longues cornes, parce que vous le verrez, les mâles, et particulièrement les mâles, ont des grandes antennes. Ou capricorne, capra, c'est la chèvre. Donc c'est parce qu'ils ont des antennes qui ressemblent un peu à des cornes de chèvre. Voilà. Donc le nom scientifique, c'est Cerambycidae. Et l'autre famille, ce sont les buprestes ou richards. Richard, c'était le nom qui était donné parce que vous verrez, ils sont très brillamment colorés. Donc ils ressemblent un peu à des gemmes, à des pierres précieuses. Donc les anciens les appelaient comme ça. Et donc c'est la famille des buprestidae. Donc il faut savoir que, évidemment, dans une forêt, la biomasse, c'est constitué des feuilles, des fruits qui tombent, des graines. Mais évidemment, les troncs et les branches représentent une biomasse, c'est-à-dire une masse de matière vivante, organique, bien supérieure à celle des feuilles. C'est bien évident, surtout une feuille, une fois séchée, c'est plus très lourd. Et il y a une étude de fait donc, dans une forêt polonaise qui a montré que l'importance en fait, de l'équivalent énergétique du bois des arbres attaqués, puisque ça représente une énergie, forcément, et de la biomasse des larves donc, qui sont dans ce bois, et donc principalement les longicornes, les buprestes et les scolites. En fait, malgré tout, les insectes xylophages ne consomment pourtant que 0,25% de la biomasse des arbres attaqués. Donc on voit que ce n'est pas énorme, et tous les arbres ne sont pas attaqués, bien sûr, donc ce qui correspond à moins de 0,001% de la biomasse de l'ensemble des arbres de la forêt. Donc ça, c'est dans un livre de Dajos que je vous présenterai à la fin. Donc, est-ce que c'est important de laisser des chandelles comme ça? Oui. Pendant longtemps, et notamment la gestion des forêts publiques par l'ONF, il fallait que la forêt, ça soit un jardin nettoyé, alors que, justement, l'importance de laisser du bois mort, maintenant, tout le monde se rend compte que, évidemment, une forêt, ce n'est pas un jardin. Donc, il faut absolument laisser soit les arbres tomber, des chablis, soit des chandelles. Il y a des arbres qui meurent sur pied comme ça, et ça, c'est vraiment des milieux très importants. Donc, la politique actuelle, en effet, est en train de changer. Donc, on ne nettoie plus les forêts. Alors, toujours pareil, une forêt de l'ONF, généralement, c'est des forêts un peu... Enfin, ça dépend de quelle forêt. Et bien sûr, ils peuvent faire de la sylviculture, mais il peut y avoir des forêts mixtes. Alors, moins ici, mais bon, je pense plus dans la partie hors Méditerranée, donc des forêts mixtes de chênes et de hêtres et d'autres arbres. Et donc, on ne fait pas de coupe à blanc. Donc, on coupe les arbres qui ont atteint une maturité, on les exploite et on laisse le bois mort. Voilà. C'est bien évident qu'en sylviculture, on ne laisse rien. Je veux dire, quand on coupe une plantation de peupliers pour les récolter, on coupe tout et on ne laisse pas de bois mort. Donc, encore une fois, vous voyez, déjà, c'est monospécifique, il n'y a qu'une espèce et en plus, il n'y a quasiment rien parce qu'il n'y a rien au sol, on ne laisse pas de bois mort, c'est un milieu très pauvre. Donc de plus en plus maintenant, on laisse les arbres en forêt. Si vous allez à la Sainte-Baume maintenant, il y a beaucoup de hêtres qui sont tombés. Il y a des études actuelles sur la régénération naturelle du hêtre. Je pense que c'est dû au réchauffement climatique et au stress hydrique qu'ils rencontrent maintenant. Et parce que c'est quand même pas normal de voir tous ces hêtres tomber. Vraiment, j'ai été impressionné de voir tous ces arbres par terre, des très beaux arbres qui sont tombés. Et forcément... il y a quelque chose. Bon. Donc, toujours dans cette forêt, vous savez que c'est la hêtraie la plus méridionale de Provence, la Sainte-Baume, dans sa partie nord. Donc, on voit bien tous les trous là, de xylophages. Cet arbre, sans doute, a peut-être été une chandelle avant de tomber. On voit bien qu'il est criblé de trous, de tous ces xylophages. Ça commence la fragmentation. D'abord, ça permet aux champignons de rentrer, à d'autres insectes, à d'autres arthropodes. Et donc... ils vont avoir un rôle primaire justement dans la fragmentation de ces arbres. C'est quand même dur le hêtre.
Donc là, on voit pareil, une grume, hein, vous voyez, ça fait des bons trous, hein, ça dépend bien sûr des espèces. Hein. Bon, chez les longicornes, il y a des bêtes de quelques millimètres, bon, évidemment, il vit pas, enfin si, il vit en France, mais en tout cas pas métropolitaine. Le plus gros coléoptère du monde, c'est un longicorne, le titan géant, qui vit en Guyane française, et qui peut mesurer 17 cm. C'est grand comme ma main, l'adulte. Hein. Donc la larve fait au moins une vingtaine de centimètres. C'est une saucisse de Toulouse. Hein. Donc oui, à peu près. Hein. Donc vous imaginez les trous que ça fait. Hein. Donc vous voyez un petit peu l'importance, hein, des attaques de xylophages dans une grume, hein, ce que ça peut donner. D'où l'importance de laisser ce bois mort. Et là aussi, vous voyez des bons trous. Hein, là, alors, est-ce que là, il n'y a pas eu d'autres organismes qui sont venus parce que ça semble très gros pour des insectes peut-être. Voilà. Donc, cette famille, en fait, c'est une très grande famille. Hein. Elle est présente dans les zones tempérées comme tropicales. J'ai mis 25 000 espèces. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a une base qui a été faite par un collègue de l'IRD, donc la base Titan, et apparemment, ils en sont à 38 000 espèces et sous-espèces. Donc, c'est colossal. Les coléoptères, c'est un groupe immense et il y a des familles. La plus grande famille, ce sont les charançons. Je vous ai parlé des scolides qui font partie des charançons. Il y a peut-être 55 000 espèces de charançons. Il faut se rendre compte ce que ça fait. C'est vraiment colossal. Et donc là, on est finalement beaucoup plus que ça. Donc évidemment, ce sont les larves. Hein. D'abord, chez les insectes, la plupart du temps, ce sont les larves qui sont l'élément, disons, hors reproduction le plus important du cycle. Et donc, ce sont les larves qui sont xylophages, donc qui vont manger le bois. La plupart du temps, les adultes sont soit floricoles, des fois, ils ne se nourrissent pas. Ils ont fait suffisamment de réserves à l'état larvaire. Les larves sont blanches, c'est pas pour rien. Hein. Elles sont pleines de graisse. Hein. Elles ne sont pas blancs par hasard. C'est qu'elles accumulent de la graisse tout au long de la vie larvaire. Et des fois, ça suffit pour vivre leur vie d'adulte. Ils se reproduisent, la femelle pond et c'est reparti pour un tour. Donc, voilà. Et donc, ces larves, elles sont capables de digérer la cellulose et la lignine, hein, qui sont des matériaux difficilement assimilables, hein, bien sûr, grâce à des symbiontes internes. Donc, qu'ils ont dans leur tube digestif, sinon ils ne pourraient pas digérer ces substances qui sont très indigestes. Donc là, on voit en haut une larve d'Ergates faber, qui est un gros longicorne qui vit en France. Et puis différentes larves de longicornes. Hein. On voit, bon, celle-là n'est pas très grosse, on a l'échelle avec un doigt à côté. Donc les larves de longicornes sont souvent de cette forme-là. Bon, le corps est assez mou, par contre les pièces buccales sont dures, sont sclérifiées, évidemment, il faut manger du bois, c'est dur. Hein. Donc évidemment, la capsule céphalique et particulièrement les mandibules sont chitinisées, sont dures. Donc je vais vous présenter quelques longicornes qui ne sont pas nécessairement de France. Hein. Donc, vous voyez, là, ça me permet d'illustrer le dimorphisme sexuel. Ça, c'est un mâle, vous voyez, et la femelle a les antennes plus courtes. Chez les longicornes, c'est toujours comme ça. Le mâle a les antennes plus longues. Après, il peut y avoir d'autres caractères sexuels secondaires différents aussi. Les pattes, des fois, notamment antérieures, mais les antennes, c'est toujours le cas. Donc, je vous ai parlé d'adultes floricoles. Hein, donc ça, c'est en France, hein, sans doute à Fos. Donc voilà, un petit longicorne. Et l'été, on les voit soit sur les ombelles, soit sur différentes fleurs. Donc les adultes vont récupérer soit du pollen pour les protéines, soit du nectar pour avoir des sucres. Hein, et donc vivre comme ça le temps de la belle saison pour se reproduire. D'autres longicornes. Hein, donc voilà. Encore d'autres, alors ceux-là sont vraiment exotiques, ça c'est une espèce qu'on trouve en Afrique, Sternotomys flavomaculata, celui-là est très répandu en Afrique et même à Madagascar. Donc on voit des mâles hein, qui ont des très belles antennes, souvent des colorations très jolies. Alors évidemment, qui mange le bois peut manger nos charpentes. Alors ce n'est pas le but de ma conférence de vous parler des insectes qui menacent nos habitations, mais il y a notamment le capricorne des maisons, Ilotrupes bajulus, qui lui a potentiellement le pouvoir d'attaquer les bois ouvrés. Donc, bon,
moins maintenant parce qu'ils sont traités souvent, mais donc c'était un risque avec les termites aussi, hein. Donc c'est pour ça maintenant d'ailleurs quand vous vendez une maison, généralement il y a un contrôle sanitaire pour voir si dans la charpente il n'y a pas de xylophage. Voilà, donc voilà pour cette bête. Alors les buprestes, donc c'est la deuxième grande famille xylophage, c'est aussi une très grande famille qu'on trouve dans les zones tempérées comme tropicales, un peu moins d'espèces, 15 000. Les larves sont xylophages, hein, comme les longicornes. Les larves n'ont pas de pattes, elles sont quasi apodes. Apode, ça veut dire sans pattes. Et en fait, elles ont un prothorax très large. On va le voir avec les photos, on les appelle les larves marteaux. Et les adultes, je l'ai dit, c'est pour ça qu'on les appelait les richards, sont souvent très richement colorés, ils ont des très belles couleurs métalliques, et ils volent bien, ce sont des bons voiliers, les longicornes aussi d'ailleurs, mais peut-être un peu moins. Alors vous voyez ces larves marteaux, donc toujours des mandibules sclérifiées, hein, pour attaquer le bois, mais en fait un prothorax très, très, très large, et donc ce qui fait qu'on les reconnaît assez facilement, parce qu'elles ont toutes à peu près cette caractéristique, cette morphologie. Voilà, donc ça c'est le bupreste du pommier, mais d'Amérique du Nord. Voilà des adultes. Donc, vous voyez la richesse de la coloration de ces bêtes, hein, qui ont souvent vraiment des couleurs métalliques splendides. Alors, il n'y a pas l'échelle, parce que ça, c'est un Antaxia, ce sont des petites bêtes qu'on trouve en France, donc qu'on peut voir observer au printemps, hein, il n'y a pas de souci, mais qui sont souvent très richement colorés aussi, mais qui sont bien plus petits que les deux autres à côté. Bon, évidemment, je les ai tous mis à la même échelle, mais ils ne sont pas tous la même taille. Une autre famille, les Brynthidae, qui sont un peu proches des charançons. Et ils ont cette particularité, notamment sur le cliché suivant, en fait, d'avoir eux aussi une espèce de rostre, mais des fois beaucoup plus long, et donc une morphologie très particulière. Vous voyez un petit peu ça c'est sa tête avec les yeux, une espèce de très long rostre avec ses pièces buccales au bout, et ses antennes qui sont au bout du rostre. Ça aussi, c'est une bête tropicale, hein. Ce n'est pas des photos qui viennent de France. Donc, et le mâle a particulièrement donc, cette tête très, très allongée. Alors, je vais revenir sur les guildes après. En fait, vous pouvez avoir des taupins, mais eux, ils vont plutôt être carnassiers. Donc, j'en ai parlé. Il y en a qui vivent donc, dans toute cette cohorte d'insectes, parce qu'ils profitent en effet des insectes qui sont xylophages. Eux ne le sont pas, mais ils vont manger, voilà, ils vont... Pas tous, hein, mais certains donc, sont carnassiers, et donc ils vont manger les larves qui se trouvent là. Alors là, vous voyez, lui aussi est très richement coloré, c'est une espèce tropicale. Ceux qui vivent en France sont souvent beaucoup moins colorés. Alors on peut trouver aussi des lucanes. Donc après, on arrive plus dans les espèces, en fait... Comme je vous l'ai dit, ça s'interpénètre, mais plus saproxylophages. Les lucanes vont plutôt manger le bois déjà en décomposition, ne vont pas attaquer du bois dur, hein. Ils vont vivre dans un bois qui est déjà presque de l'humus, hein, ou en tout cas en grande partie décomposé. Alors là aussi, on voit très bien le dimorphisme sexuel. Le lucane cerf-volant, c'est une espèce qu'on trouve en France, hein, et donc vous avez le mâle avec des très grandes mandibules et la femelle, donc, qui en a des beaucoup plus petites. Les mâles, en fait, se servent de ces mandibules pour se battre, hein, c'est la sélection sexuelle. Et donc, le mâle le plus puissant va éliminer l'autre, et c'est lui qui va pouvoir s'accoupler, transmettre ses gènes, hein, c'est le principe de la sélection sexuelle. Donc, une espèce exotique australienne, je crois, donc très colorée là aussi. Alors là, on a donc des cucugidés, ce sont des coléoptères qui sont souvent très plats, qui eux aussi vont être zoophages, en fait, qui vont manger et carnassiers, hein, qui vont vivre, c'est pour ça qu'ils sont tout plats d'ailleurs, un peu sous les écorces. Donc ça leur permet de vivre dans ce milieu où il y a peu d'espace, donc ils se sont adaptés morphologiquement. Bon, là on ne le voit pas bien parce qu'il est pris de dos, mais en fait ce sont des insectes très plats. Et donc qui vont chasser toutes ces larves qui vivent. Voilà. Alors, je vais parler un peu des termites. C'est un ordre très important, d'ailleurs qui est même plus un ordre, qui est un sous-ordre, qui a été mis dans l'ordre des Blattodea, donc parmi les blattes. Avant c'était les isoptères, mais bon, la systématique a fait qu'on les a réinclus dans l'ordre des blattes. Donc on en trouve surtout en zone tropicale, dans les forêts tropicales ou même dans les savanes tropicales, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi dans les zones tempérées, hein.
Donc beaucoup moins d'espèces, mais par contre une biomasse très importante. Il n'y a que 2600 espèces, mais comme les fourmis, ce sont des insectes d'abord qui sont sociaux, qui vivent en colonie. Et donc ils peuvent représenter des millions d'individus, même s'ils n'ont pas énormément d'espèces. Dans une fourmilière ou dans une termitière, il y a énormément d'individus, et dans les forêts tropicales, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, ils sont sociaux, on les appelle aussi fourmis blanches, mais ce ne sont pas des fourmis. Les larves et les adultes, pour le coup, sont xylophages. Et donc elles vont digérer la cellulose, soit grâce à des enzymes, des cellulases, contenues dans leur tube digestif, soit les termites inférieures vont avoir des protozoaires flagellés, donc des symbiontes, dans leur tube digestif, en fait dans leur panse rectale, pour dégrader la cellulose. Donc il y a une dilatation du tube digestif. Et en fait, cette panse, elle fait un tiers du poids de l'hôte. Donc en fait, ce sont des matières, la cellulose ou la lignine, peu nutritives. C'est un peu comme un ruminant. Ce sont des polygastriques, ils ont plusieurs estomacs, et une vache, elle est obligée, ou en général les herbivores, de manger beaucoup d'herbe pour avoir assez d'énergie. L'herbe ne contient pas beaucoup d'énergie, et le bois non plus, et en plus c'est très difficilement assimilable et digestible. Donc en fait, ils ont une panse rectale très importante pour pouvoir digérer tout ça et avoir assez d'énergie. Alors quelques photos que j'ai prises en Australie, vous voyez la taille de certaines termitières, c'est des vraies cathédrales. D'ailleurs, on étudie ça parce que c'est très bien régulé au niveau thermique. Je veux dire, pour construire nos nouveaux immeubles, même quand il fait 50 degrés à l'ombre, il fait frais dans une termitière. Donc ça fait longtemps. La nature est un laboratoire qui travaille depuis 4 milliards d'années. Il serait temps que l'homme se rende compte que c'est bien de s'en inspirer, parce qu'elle a fait des essais, elle aussi elle fait de la science depuis bien longtemps et bien plus que nous. Et alors ces termitières sont marrantes parce qu'elles sont toutes orientées dans le même sens. Je ne me souviens plus pourquoi, je crois que c'est une question de magnétisme, mais elles sont assez plates et toutes orientées dans le même sens. C'est très curieux. Enfin, vous imaginez le nombre de termites qu'il y a dans une termitière comme ça, c'est énorme. Et là, on est dans une zone de savane, on n'est pas dans une zone de forêt. Donc les saproxylophages, alors on en a déjà vu, puisque en fait les lucanes sont saproxylophages. Donc eux, ils vont consommer que le bois vraiment mort, ou en tout cas en décomposition, du bois qui a déjà été travaillé. Alors les champignons sont venus par là, des bactéries, d'autres choses, les xylophages. Et donc toute cette communauté, ça va être donc des protozoaires, des bactéries, des champignons et divers arthropodes, avec une majorité quand même d'insectes coléoptères qu'on appelle des vers blancs. Les larves de lucanes, de scarabées en général, la famille des scarabéidés, ont des espèces de gros vers, comme des fois si vous avez du compost, vous pouvez en trouver. On va en voir. Et donc il va y avoir une succession de différentes communautés, en fait, tout au long de la dégradation de cette matière ligneuse, de ce bois, voilà, qui va se relayer. Et donc, comme je l'ai dit, un rôle majeur dans les écosystèmes forestiers, dans le cycle du carbone aussi, et la formation de l'humus qui est indispensable, bien sûr, aux autres arbres, aux arbres en général, et aux jeunes pousses qui ont besoin, bien sûr, d'éléments minéraux et d'éléments organiques pour croître. Et donc, ces insectes, ils dépendent de ce qu'on appelle de la phase hétérotrophe du cycle sylvigénétique, donc du bois mort. Dans le cycle d'une forêt, il y a des arbres vivants, il y a des arbres morts. Mais donc cette phase hétérotrophe, donc, je l'ai dit, a beaucoup reculé, puisqu'on enlevait tous les arbres morts dans les forêts, sans parler de la sylviculture où il n'y avait même plus d'arbres morts, puisqu'on faisait des coupes à blanc. Et donc, il faut régénérer cette phase qui est très importante. Alors, toujours pour faire suite aux photos que j'avais montrées, c'est un peu le même. Et là, on voit en fait un champignon saprophyte, donc Ericium coralloides. Et donc on voit toute cette cohorte entre les xylophages, les champignons et bien sûr tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont beaucoup plus petits, voilà, qui vont finir par complètement décomposer cette grume. Voilà. Donc j'ai parlé des scarabées, la famille des scarabéidés, et notamment la sous-famille des dynastes, qu'on appelle aussi rhinocéros. Alors rhinocéros parce qu'ils ont une corne comme les rhinocéros. D'ailleurs rhinocéros, ça veut dire la corne sur le nez. Rhino c'est le nez et céros c'est la corne en grec. Et donc ça, c'était aussi une espèce qui était assez commune en France et qui a beaucoup régressé, comme le lucane cerf-volant.
parce que y a de moins en moins de bois mort, parce que l'incidence de tous les traitements insecticides ont fait reculer les populations d'insectes de manière drastique. Hein, je vous l'ai dit, les 3/4 des populations dans les pays européens et même, disons, industrialisés en général ont disparu. Hein. C'est comme une usine dont on aurait enlevé les 3/4 des ouvriers. Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Hein. Oui, ça c'est sûr. Hein. Donc les fameux vers blancs, c'est ça. Ça ressemble à ces larves un peu arquées, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, hein, donc qui vivent vraiment dans le bois en décomposition, qu'on peut trouver dans les tas de compost. Hein. Donc là, on voit bien l'adulte de l'Oryctès. Les larves sont toujours plus grosses que l'adulte, hein, puisque quand il y a la métamorphose, généralement, l'adulte est un peu plus petit. Ce qui va faire d'ailleurs la taille d'un insecte. Souvent, quand je faisais des présentations aux enfants, et ils me disaient il y avait un adulte plus petit qu'un autre, il dit ça c'est son petit. Je dis non, le petit c'est la larve, et en fait quand un insecte s'est transformé, il ne bouge plus de taille. Une fois qu'il est adulte, il ne va pas grandir, c'est terminé. Donc si la larve a eu, par exemple, dans une cavité d'arbre, s'il n'y a que 2-3 larves, elles vont pouvoir bien manger, elles donneront des gros adultes. S'ils sont une quinzaine, les larves elles seront plus petites, elles donneront des petits adultes. Ou elles n'arriveront même pas à se métamorphoser, ce qui est possible. Donc en fait, c'est l'alimentation de la larve qui va faire que l'adulte sera gros ou moins gros. Donc voilà des cétoines qui sont aussi des scarabéidés d'une autre sous-famille. Vous connaissez sans doute la cétoine dorée, hein, qui est un insecte assez commun. Alors, ça ressemble un peu à ça, mais ce n'est pas tout à fait la même espèce. Celle-là est encore plus brillante, Cetonichema speciosissima. Et la fameuse Eupotosia mirifica, qui ne vit plus qu'en Ardèche, dans une localité. Elle était connue dans le Gard, et maintenant, alors, elle vit aussi dans les Balkans et dans d'autres zones européennes. Mais en France, elle ne vit plus que dans le bois de Paille-Olive, en Ardèche. Donc c'est sa seule localité, et donc d'où l'intérêt aussi de protéger, puisque si elle disparaît de cette localité, elle disparaît de France. Voilà. Et c'est une cétoine somptueuse, violette, magnifique. D'autres coléoptères, donc je vous ai parlé des insectes détritifhages. Typiquement, les ténébrionidés sont des détritifhages. Ils vont manger des petits débris de matière organique, des petits morceaux de cadavres. Voilà, ce sont des nettoyeurs. Hein. Donc là aussi, une grande famille. Hein. D'autres familles, c'est pour vous montrer un peu la diversité des coléoptères. S'il fallait tout montrer, on passerait toute la nuit. Donc les trocidés, les sérophytidés, ce sont généralement des insectes de petite taille. Hein. Ce sont des petits coléoptères. Évidemment, on arrive maintenant avec ces photos numériques à avoir des clichés relativement de bonne qualité, même pour des bêtes qui font quelques millimètres, mais en taille normale, ils sont beaucoup plus petits. D'autres familles, les eucnémidés, les prostomidés. Voilà, donc, je vous l'ai dit, les coléoptères, c'est l'ordre le plus important, et les insectes sont déjà le groupe le plus important. Donc, l'étude des coléoptères, on est tous obligés de se spécialiser, puisque c'est tellement immense que ce n'est pas possible. Une autre famille, les pyrocroïdés. Croa, c'est la couleur, et pyro, c'est le feu, donc on le voit très bien. Ils ont, pas tous, mais certains ont cette couleur un peu de flamme. Et donc, voilà. Encore d'autres familles, les trogocytidés, les ptinidés. Alors les ptinidés, c'est notamment, vous avez, alors celui-là va manger le pain, Stegobium paniceum. Vous avez les vrillettes aussi, qui font des petits trous dans les vieux meubles ou dans le bois, voilà. Donc certains les appellent les horloges de la mort. Donc ce sont des petits insectes là aussi, 3 mm. Alors généralement ils font des trous plus petits, mais bon, s'il y a une pullulation, ils peuvent vous réduire un meuble là aussi, au bout d'un certain temps, en poussière. Hein. Voilà. Et donc, quelques orientations bibliographiques. Donc, Roger Dajose a beaucoup travaillé sur ce sujet, donc en 80, Écologie des insectes forestiers. Et en 98, il a ressorti un livre plus important, donc Les insectes et la forêt. Alors là, il parle pas que d'exilophages d'ailleurs, hein, il parle de tous les insectes liés à la forêt, ce qui est colossal, parce qu'évidemment, dans une forêt naturelle, il y en a énormément.
Et il n'y a pas que des coléoptères, hein, bien sûr. Là, bon, il a quand même mis 2 coléoptères, un longicorne et un bupreste, parce que bon, voilà. Mais il a mis aussi, bien sûr, il y a quasiment tous les insectes, voilà. Et puis un livre plus récent, donc les coléoptères saproxyliques de France. On voit le Cucujus cinnabarinus que je vous ai déjà montré, ces cucugidés qui sont très plats. Et donc cet atlas, voilà, de tous ces coléoptères saproxyliques qui représentent donc un indice important pour la naturalité des milieux. Donc, comme je l'ai dit, maintenant, on essaye vraiment de préserver le bois mort. Malheureusement, on nous promet beaucoup d'augmenter la forêt, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est des plantations d'arbres. On l'a vu dans les Landes, d'abord, il y a un risque, notamment avec le réchauffement, de feu. Hein, très important, vous faites des cultures de résineux monospécifiques, vous avez des hectares comme ça, quand le feu s'est déclaré, comment vous arrêtez ça? Je ne sais pas combien d'hectares ont brûlé l'an dernier, c'est énorme. Et puis les attaques de scolytes, on voit maintenant même les arbres sains ou un peu affaiblis, il y a des hectares de plantation et ils se multiplient, on n'arrive pas à lutter contre. Donc en fait, une forêt, c'est... Ce qui n'empêche pas de l'exploiter, mais enfin, cette sylviculture comme ça, avec une seule espèce, en tout cas, c'est tout sauf de la nature, ça c'est sûr. Et c'est pas la solution pour restaurer donc la biodiversité, notamment cette biodiversité des coléoptères xylophages, ou en tout cas des insectes qui vivent avec le bois. Voilà, merci de votre attention.